Bonjour à tous, donc dans cette vidéo on va corriger le sujet du bac 2024 Métropole jour 1 mathématiques. Donc on fera un petit bilan à la fin pour les personnes qui passent demain. Alors donc le premier question sur 4 points vous avez des affirmations qu'il faut justifier par vrai ou faux et donner tous les détails, sinon vous n'avez pas de points. Donc la première question, on a une fonction f définie sur R par f de x égale 5x fois exponentiellement x. Et c'est indexé par indice f, donc c'est la courbe représentative de f dans un repère donné. Donc, alors la première question, l'axe des abscisses est une asymptote horizontale à la courbe CF. Donc cette affirmation elle est vraie parce que en fait il s'agit de calculer la limite quand x tend vers plus l'infini et montrer que c'est égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire l'axe des abscisses? Ça veut dire la droite horizontale d'équation y égale 0. C'est une asymptote de la courbe. Et donc voilà. Donc je fais la limite quand x tend vers plus l'infini de x1 moins x. C'est pareil que x sur ex, ça fait 0 par croissance comparée. On peut encore détailler la croissance comparée donnée par ex sur ex en plus l'infini, ça fait plus l'infini. Et par passage à l'inverse, on a la limite c'est 0. Donc c'est vrai. L'affirmation 2, f qui est donnée ci-dessus est une solution d'équation différentielle y' plus y égale 5e moins x. Donc il s'agit de dériver la fonction, puis additionner la dérivée à la fonction et trouver ça. Donc elle est vraie aussi, donc je prends x dans R, f est dérivable sur R, bien évidemment c'est un produit de fonction dérivable sur R. La dérivée de f, donc c'est u fois v, donc c'est 5, là c'est un fois, c'est pas un x, 5e moins x plus 5x fois la dérivée de e moins x, c'est moins e moins x, et donc ça fait 5e moins x moins 5 exponentiellement x. Je fais f' de x plus f de x, donc ça fait 5e moins x moins 5x e moins x, plus f de x qui est 5x e moins x. Le résultat, c'est 5e moins x. C'est-à-dire que f est solution de l'équation différentielle y' plus y égale 5e moins x. Voilà. La deuxième question, donc c'est sur les suites. On a trois suites numériques un, wn, vn et wn, telles que, pour tout entier naturel, on a un plus petit que vn, plus petit que wn. Et de plus, on sait que les suites à l'extrême, donc un, la plus petite tend vers moins 1 et la plus grande tend vers 1. L'affirmation 3, on vous dit que la suite vn au milieu, forcément elle converge vers un réel qui est entre moins 1 et 1. C'est une question piège où on se dit, bah écoutez, l'extrémité 1 tend vers moins 1, l'autre tend vers 1, donc non. Alors, le contre-exemple, c'est la suite alternée, vn égale moins 1 puissance n, elle n'a pas de limite. Et donc, je prends un égale moins 1, sa limite c'est moins 1. Wn égale 1, sa limite c'est 1. J'ai bien, pour tout n dans n, j'ai moins 1 puissance n, c'est entre moins 1 et 1. Parce que pour n pair, vous avez, ça vaut tout le temps 1. Pour n impair, ça vaut moins 1. Donc je suis bien dans les conditions. Et la suite que j'ai choisie, moins 1 puissance n, n'a pas de limite. Donc l'affirmation, elle est fausse. La dernière affirmation, en plus, on rajoute que un est croissant et wn est décroissante. On vous dit que pour tout n dans n, on a vn qui est entre u0 et w0. Bon, celle-là, elle est vraie parce que si un est croissante, donc pour tout n dans n, bah, u0 le plus petit est toujours inférieur à la suite un ou égal. Et si vn est décroissante, quel que soit n dans n, toujours wn est majoré par w0 parce que le premier terme d'une suite décroissante, c'est le plus grand terme. Mais comme quel que soit n dans n, on n'a que vn entre un et wn, bah, il suffit d'écrire que un supérieur à u0 et donc j'ai u0 inférieur à vn, et wn inférieur à w0 et donc j'ai vn inférieur à w0. Voilà. Alors, passons à l'exercice 2. C'est un exercice classique. Au début, à la fin, il y a des choses particulières. Donc, on a une agence de marketing. Donc, on a l'énoncé. Les achats sur Internet représentent 60%. Donc, 0,6 pour I, sachant que I, l'événement, l'achat effectué sur Internet. M, c'est en magasin d'électroménager. On a dit c'est 30%. Et donc, il reste 10% pour les ventes en grande surface et grand G. Et donc, on va s'intéresser aux clients satisfaits, pas satisfaits, voilà, donc les SS bar, SS bar, SS bar. Et donc, j'ai 75% des clients
qui ont acheté sur Internet, ils sont satisfaits. Voilà 0,75, 0,25, 0,9, 0,1, donc le 90%, 0,8 et puis 0,2. Voilà. Alors, la question 2, donc calculer la probabilité que le client ait réalisé son achat sur Internet et soit satisfait. Donc, c'est la probabilité de I inter S. Et donc, c'est la branche que vous voyez ici. Et donc, c'est P de I fois P de SH en I. Donc, c'est 0,6 fois 0,75. Et donc, ça fait 0,45. Question 3, démontrer que P de S égale 0,8. Bon, I, B, G forment une partition de l'univers. Donc, d'après les formules de probabilité totale, on a que P de S, c'est P de I inter S, plus P de M inter S, plus P de G inter S. P de I inter S, on l'a déjà calculé, c'est 0,45. P de M inter S, c'est cette branche, c'est 0,3 fois 0,9. Et P de G inter S, ça fait 0,1 fois 0,8. Et donc, j'ai ça. Et en additionnant, on trouve bien 0,8. Alors, la question 4, on cherche, donc un client est satisfait, quelle est la probabilité qu'il ait effectué son achat sur Internet? Donc, on cherche P de I sachant S. Donc, la formule des probabilités conditionnelles, P de I sachant S, c'est P de I inter S sur P de S. P de I inter S, on l'a calculé 0,45. P de S, on vient de calculer 0,8. Et donc, ça fait 5625. Alors, pour la question 5, pour donc réaliser l'étude, l'agence doit contacter chaque jour 30 clients parmi les acheteurs, en sens de la loi binomiale. On suppose que le nombre de clients est suffisamment important pour assimiler le choix des 30 clients à tirage avec remise. Et donc, on note X, la variable aléatoire, qui a un échantillon de 30 clients associé le nombre de clients satisfaits. Donc, petit a justifie que X suit une loi binomiale, on précisera les données, les paramètres. Bon, on considère l'épreuve aléatoire, interroger un client, avec succès le client satisfait, de probabilité de P égale 0,8. On répète 30 fois l'expérience de manière identique et indépendante puisqu'il y a remise. Donc, X suit la loi binomiale de paramètres n égale 30 et P égale 0,8. Et voilà. Donc, la deuxième question, avec arrondi à 10 moins 3, calcule la probabilité qu'au moins 25 clients soient satisfaits. Donc, c'est P de X supérieur ou égal à 25, qui égale 1 moins P de X inférieur ou égal à 24, 1 moins binôme F rep, et donc ça fait 0,427. Alors, question 6, en résolvant une équation, on détermine la taille minimale de l'échantillon de clients à contacter pour que la probabilité qu'au moins l'un d'entre eux ne soit pas satisfait soit supérieure à 0,99. Ouh là là, alors, on va poser les choses. Je prends Z, en fait, une variable aléatoire qui associe le nombre de clients non satisfaits. On aurait pu utiliser X, mais là, c'est pour un petit peu, on va dire, bien faire les choses. Alors, on justifie que Z, donc Z cette fois, donc, suit une loi binomiale de paramètres n inconnus qu'on cherche, la taille minimale de l'échantillon, et de probabilité de P égale 0,2, puisque le client n'est pas satisfait. Parce que la probabilité que le client soit satisfait, on a vu, c'était 0,8. Donc, il s'agit de chercher n tel que P de Z supérieur ou égal à 1 est strictement supérieur à 0,99. Et donc, P de Z supérieur ou égal à 1, c'est 1 moins P de Z égale 0, strictement supérieur à 0,9. P de Z égale 0, donc c'est 0,8 à la puissance n. Et donc, c'est 1 moins 0,8 à la puissance n super strict à 0,99. Bon, en fait, je soustrais 0,99 des deux côtés et j'additionne 0,8 puissance n. Comme vous le dites, j'ai passé 0,8 puissance n là, et 1 moins 0,99, ça fait 0,01. Là, la fonction ln étant strictement croissante, donc j'applique le ln. Ln de 0,8 puissance n, ça fait n ln de 0,8. Là, je divise par ln de 0,8, mais attention, il est négatif, donc je change le sens de l'inégalité. Donc là et là. Et à une valeur approchée, c'est 20, quelque chose, donc il faut que la taille de l'échantillon soit au moins égale à 21 personnes. Alors, la question 7, c'est ce qui est nouveau cette année, c'est somme de variables aléatoires et on va dire l'inégalité du Binyamin-Bitchev et compagnie. On a un temps de livraison, il y a grand T, le temps de livraison du dépôt vers le client, sauf qu'il y a deux temps intermédiaires, il y a T1 qui est du dépôt vers la plateforme de livraison, et puis T2 de la plateforme de livraison vers le client. Ok? Donc ce qui est marqué là. Et T égale T1 plus T2, on vous dit que les variables aléatoires sont indépendantes, et on vous donne l'espérance de T1, l'espérance de T2, la variance de T1, la variance de T2.
Petit a, donc cette petit a, on vous dit, donc t égale t1 plus t2, donc on vous dit calculer l'espérance de t. Bah, l'espérance de t, l'espérance c'est un opérateur linéaire, donc c'est l'espérance de la somme, c'est la somme des espérances, c'est 3 plus 4, ça fait 7. Pour la variance, heureusement, on vous a dit que t1 et t2 sont indépendantes, et donc la variance de t, c'est la variance de la somme, c'est la somme des variances, et donc ça fait 1 plus 2, ça fait 3, et voilà. Alors, deuxième question, voilà, c'est cette question qui est un peu particulière. Un client passe une commande de téléviseur sur Internet, justifier que la probabilité qu'il reçoive son téléviseur entre 5 et 9 jours après sa commande est supérieure ou égale à 2 tiers. Alors, prenons donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que P de T entre 5 et 9. En fait, ça, c'est équivalent à P de T supérieur à 4 et info strict à 10. Alors, si je fais comme ça, je sens l'espérance c'est 7. Donc, je vais faire P de T, T moins 7 des deux côtés. 4 moins 7, ça fait moins 3. Et 10 moins 7, ça fait 3. Alors, T-7 entre moins 3 et 3, ça veut dire valeur absolue de T-7 inférieure stricte à 3. Et ça, la probabilité de cet événement, c'est 1 moins la probabilité de l'événement contraire, c'est supérieur ou égal à 3. Et là, je vais pouvoir utiliser l'inégalité de Béni-Chebyshev pour cette deuxième quantité. Je prends delta égale 3, l'espérance égale 7 et la variance de t égale 3. Donc, probabilité de t moins 7 en valeur absolue supérieure ou égale à 3, c'est majoré par la variance de t sur delta au carré qui est 9. Alors, variance de t qui est égale à 3, et donc là j'ai 9, donc j'ai 1 tiers ici. Bon, alors, donc, je multiplie par moins 1, parce que j'ai 1 moins, donc je vous rappelle ce qu'on a, on a ça. Et donc, ça fait moins la probabilité de cet événement, c'est égal à moins 1 tiers. Donc, je rajoute 1, donc 1 moins cette probabilité. Ok, supérieur à 1 moins 1 tiers, ça fait 2 tiers. Et donc, la probabilité que t entre 5 et 9, c'est égal à la probabilité de valeur absolue de t-7 inférieur strict à 2. Pardon, c'est 3. Et donc, c'est supérieur ou égal à 2 tiers, ce qu'il fallait démontrer. Alors, maintenant, l'exercice 3. Donc, on vous dit que c'est la géométrie dans l'espace. On a un tétraèdre. On vous donne des coordonnées de points qui sont vraiment ces points. On va les utiliser tout le temps. Et donc, on vous dit que justifier que N1, vecteur de coordonnées 1, moins 1, 0, est un vecteur normal au plan CAD. Comment le justifier? Il faut donner deux vecteurs directeurs. Donc, le plan CAD est dirigé par CA et CD, non collinéaires. Et on calcule les coordonnées de CA et CD. Donc, CD, c'est 0, 0, moins 25 sur 2. CA, c'est 5, 5, moins 10. Et on fait le produit scalaire de N1 avec CA, il faut montrer que c'est égal à 0. Et N1 avec CD, il faut montrer que ça fait 0. Donc, N1, il est là. Produit scalaire de CA. Donc, c'est 1 fois 5, plus moins 1 fois 5, plus 0 fois moins 10. Donc, ça fait 5 moins 5 plus 0, ça fait 0. Idem pour N1 avec CD, ça fait 0 plus 0, 0 fois 1 plus 0 fois moins 1 plus 0 fois moins 25 sur 2, ça fait 0. Et donc, on a le résultat. La deuxième question, c'est en déduire que le plan CAD a pour équation x moins y égale 0. Bon, écoutez, le plan CAD a une équation de la forme ax plus py plus cz plus d égale 0. On a un vecteur normal n1, donc a égale 1, b égale moins 1, c égale 0. Donc j'ai 1x moins 1y plus 0z plus d égale 0. Donc x moins y plus d égale 0. Il faut chercher d, je prends un des trois points, je prends c qui appartient au plan, donc je vérifie, je remplace les coordonnées 0, 0 plus d égale 0, donc d égale 0, et j'obtiens l'équation. La question 2. Alors, on a une droite D de représentation paramétrique. On admet que la droite D et le plan sont séquents en un point H. Justifier que les coordonnées de H sont. Alors, cette question, si vous voulez, il faut commencer qu'ils sont séquents, et donc c'est un point qui appartient aux deux. Donc là, une vérification consiste à, le plan, j'écris ici, le point appartient à ce plan, parce que
l'équation du plan, c'est x moins y égale 0. Donc, j'ai x moins y, donc 5 demi moins 5 demi, ça vaut 0. Et je montre que le point appartient à droite, pourquoi? Parce que pour t égale 1, je remplace 5 demi fois t fois 1, ça fait 1. 5 moins 5 demi fois 1, ça fait 5 demi, et z égale 0, donc voilà. Étant donné que le plan et la droite sont séquents, s'il y a un point qui appartient à l'un et l'autre, c'est forcément celui-là. Alors, B, donc, on vous dit démontrer que le point H est le projeté orthogonal de B sur le plan. Donc, il suffit de chercher le vecteur BH et montrer qu'il est collinéaire au vecteur normal au plan. Alors, B a pour coordonnées 0, 5, 0, H 5 demi, 5 demi, 0, BH, donc c'est 5 demi moins 5 demi, 0, et N1 c'est 1 moins 1, 0, et on constate que BH c'est 5 demi fois N1, donc les deux sont collinéaires. Mais comme le point appartient à l'intersection, on peut dire que H est le projeté orthogonal de B sur le plan. Alors, question 3, démontrer que le triangle ABH est rectangle en H. Bon, on peut faire un produit scalaire. Moi, j'ai choisi de faire la réciproque du théorème de Pythagore parce que j'aurai des distances qui vont me servir pour la suite. C'est à vous de voir. Voilà. Donc, j'ai ABH, j'ai calculé AH carré, AB carré, BH carré, voilà les formules, je trouve 25, 25 sur 2, BH ça fait 25 sur 2 aussi, et donc j'ai AH carré plus BH carré qui donne au final AB carré, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, j'ai le triangle qui est rectangle en H. Alors, on veut déduire l'aire du triangle ABH, bon l'aire du triangle c'est base fois hauteur divisé par 2, ça fait ça fois ça sur 2, ça fait ça sur A, et ça fait 25 sur 4. La question 4, démontrer que CO est la hauteur du tétraèdre ABCH issu de C. Alors, si c'est une hauteur, donc elle doit être orthogonale, donc perpendiculaire au plan de base, et donc le vecteur CO doit être orthogonal au vecteur directeur de la base, donc la base étant ABH dans ce cas, et donc je vais prendre deux vecteurs directeurs BH et BA, il faut faire le produit scalaire de CO avec les deux et montrer que donc j'ai BH déjà calculé BA, il suffit de reculer dans la vidéo. Et donc CO avec BH, je trouve 0. CO avec BA, je trouve 0. Donc CO orthogonal aux deux vecteurs directeurs du plan ABH. Et donc, c'est bien la hauteur du tétraèdre issu de C. Alors, la question B, donc on déduire le volume du tétraèdre ABCH, sachant que le volume c'est 1/3 fois l'aire de la base fois la hauteur. Donc 1/3 fois l'aire de la base fois la hauteur. Donc ici, on a pris une hauteur OC, mais on va voir dans la dernière question qu'il y a une autre manière de faire. La base, c'est ce qu'on a fait, et donc c'est 1/3 fois l'aire de la base fois la hauteur, c'est OC, c'est 10, ça fait 125 sur 6. Mais à la dernière question, on vous dit que on admet que le triangle ABC est rectangle en B, déduire des questions précédentes la distance du point H au plan ABC. Alors là, en fait, si je mets la figure, en fait, regardons. Donc, en fait, vous avez ça, ok? Et donc, la distance que vous cherchez, c'est quelque chose comme ça. D'accord? Et donc, en fait, on a calculé le volume du tétraèdre, mais il y a plusieurs façons de le faire. Il suffit de fixer une base. Et donc, là, ce qu'on va faire, on va fixer la base. Regardez. Une autre base du tétraèdre ABC, du tétraèdre, en fait, est le triangle ABC. On sait qu'il est rectangle en B. Donc, le volume, on va l'exprimer autrement. On sait que V, ça fait 125 sur 6. Sauf que là, ça fait 1/3 fois l'aire de ABC fois H. Et H, justement, c'est la distance de H au plan ABC. Et donc, ça fait 1/3. R de ABC, c'est AB fois BC sur 2, fois H qu'on cherche. Avec V, c'est ça, et AB, c'est 5, et BC, c'est 5 racine de 5. C'est pour ça, à une question, j'ai fait le calcul de AB de BC. Sinon, vous le faites avec les points. Et puis, donc, avec de là, donc il y a une équivalence. Donc, H, c'est donc là, 3 fois 2, c'est 6 fois V, donc divisé par AB fois BC. Et quand je remplace, ça fait 6 fois V, ça fait 125. Sur 5 racine de 5 fois 5, ça fait 5 sur racine de 5, ça fait racine de 5. Et voilà. Alors, le dernier exercice, c'est une étude de fonction. Et en fait, c'est du classique. Il n'y a pas de difficulté particulière. Vous allez voir, donc sans problème. La fonction f définie sur 0 plus l'infini ouvert, donc x moins 2 plus 1 demi ln de x. Déterminant justifiant les limites de f en 0 et plus l'infini, donc en 0 plus de la limite en 0 plus de f, c'est moins l'infini, car
Donc j'ai une somme de fonctions. ln de x en 0 plus, ça fait moins l'infini, définition. X moins 2 en 0 plus, ça fait moins 2 par somme. Donc j'ai le résultat. La limite en plus l'infini, c'est plus l'infini, parce que là encore une somme de fonctions. X moins 2, ça tend vers plus l'infini. 1 demi ln de x, ça tend vers plus l'infini. Par somme, on a le résultat. La deuxième question montrait que la dérivée s'écrit sous cette forme, donc soit x dans 0 plus l'infini ouvert, f est dérivable sur r étoile plus en tant que somme de fonction dérivable, f' de x, donc x, la dérivée c'est 1, plus j'ai moins 2, dérivée c'est 0, 1 demi ln de x, la dérivée, donc 1 demi c'est une constante, ln de x, la dérivée c'est 1 sur x. Eux, ils veulent une autre forme, 1 c'est 2x sur 2x, comme x est non nul, je peux le faire. Et plus 1 sur 2x, ça fait 2x plus 1 sur 2x. En fait, l'unique raison, c'est parce que directement, après, peut-être on va voir, mais ici, donc, on aurait pu le faire, mais on voit que c'est strictement positif, en fait, parce que x est strictement positif. Et donc, la question C, de manière logique, étudier les variations. Comme la dérivée est strictement positive sur l'ensemble de définition, la fonction est strictement croissante. Alors, la question D, donc la convexité, donc f', donc soit x dans 0 plus l'infini, f' à son tour est dérivable. Et la dérivée, donc seconde, et donc c'est la dérivée de ça, 1, la dérivée c'est 0, et la dérivée de 1 sur v, c'est moins v' sur v carré, ça fait moins, donc la dérivée c'est 2 sur 2x au carré, ça fait moins 2 sur 4x carré, ça fait moins 1 sur 2x carré, et c'est un nombre strictement négatif, puisqu'on est sur 0 plus l'infini ouvert, et donc la fonction est concave. Alors, la question 2, c'est classique, le TVI montrait que f de x égale 0 admet dans R étoile plus une solution unique notée alpha, et surtout après justifie que alpha c'est entre 1 et 2. Ok, alors, d'après 1, f continue sur l'ensemble définition, strictement croissante, la limite en 0 plus moins l'infini, la limite en plus l'infini ça fait plus l'infini, un passage de négatif à positif. D'après le corollaire du TVI, l'équation admet une unique solution alpha sur 0 plus l'infini. Or, f de 1, ça fait 1 moins 2 plus 1 demi ln de 1, ça fait moins 1 négatif. F de 2, ça fait 2 moins 2 plus 1 demi ln de 2, ça fait 1 demi ln de 2 strictement positif. F de alpha, ça fait 0, donc j'ai f de alpha, c'est 0. Plus grand, donc f de 1, c'est négatif. F de 2, c'est 0. F étant croissante, donc j'ai 1 qui est plus petit qu'alpha, alpha plus petit que 2, donc alpha, c'est entre 1 et 2. Alors, le tableau de signe de f, bon, ça s'annule ici. Elle est strictement croissante, donc elle était négative puis positive. Bon, ils demandent à la question C de C, montrer que ln de alpha, ça fait ça. Il suffit simplement de voir que f de alpha, c'est 0, puisque c'est la solution, mais f de x, c'est ça. Donc, je remplace. Alpha moins 2 plus 1 demi ln de alpha, ça fait 0. Donc, j'isole 1 demi ln de alpha, ça fait 2 moins alpha. Je multiplie par 2, je trouve le résultat. Voilà. On l'utilisera un peu plus tard. Alors, la question B, la partie B plutôt. Donc, la partie B, donc, on donne une fonction g, on admet qu'elle est dérivable sur 0, 1, ouvert en 0. Montrer que, en fait, g' c'est x fois f de 1 sur x. Oula, on va aller doucement, soit x dans 0, 1, ouvert en 0. G', donc, c'est moins 7 sur 8, x carré dérivé c'est 2x, la dérivée de 1x c'est 1, moins 1 quart, et donc là j'ai x carré ln de x, la dérivée c'est u fois v, donc u' c'est 2x ln de x plus x carré fois 1 sur x. Donc ça fait ça, je distribue le moins 1 quart fois 2, ça fait moins 1 demi ln de x, moins 1 quart x. Je regroupe moins 7 sur 4, moins 1 quart, ça fait moins 8 sur 4 plus 1 plus 1 demi de x. 8 sur 4, ça fait 2, donc ça fait moins 2x plus 1, moins 1 demi de x. Je factorise par x, parce que x est dans 0, 1 ouvert en 0. Donc ça fait moins 2 plus 1 sur x, moins 1 demi ln de x. Mais là, j'ai oublié un x qui était là. Voilà, x. Pardon. Et donc, qu'est-ce que je fais? Donc, je redonne les termes, 1 sur x, moins 2. Et là, j'ai moins ln de x, c'est plus ln de 1 sur x. Et donc, clairement, c'est x fois f de 1 sur x. Voilà. Question 2, justifier que pour x dans l'intervalle 0, 1 sur alpha, f de 1 sur x est strictement positif. Bon, x dans 0, 1 sur alpha, donc 1 sur x est strictement supérieur à alpha. Et quand on est supérieur à alpha, sur alpha plus l'infini, f est strictement positif d'après 2b. Donc f de 1 sur x est strictement supérieur à 0. Alors, petit b, on admet que le tableau de signes suivant, le signe de f de 1 sur x, pardon, donc ça annule 1 sur alpha, et donc 0 exclut 1, plus ou moins.
Déterminer variation de G. Alors, on a G', c'est x fois f de 1 sur x. Donc, x est tout le temps positif sur 0, 1. F de 1 sur x, on vient de voir, c'est ça. Par produit, donc ça fait plus moins 1. Et donc, la fonction est croissante. Puis décroissante, on ne vous a pas demandé de déterminer les calculs. Alors, la dernière partie, donc on a une courbe G, on a une parabole P de Y. On souhaite calculer l'aire, en fait, assuré, que vous voyez ici. OK? Alors, justifier la position relative de CGP, bon, bah, on va faire G de x moins Y, l'équation. G de x moins Y, donc je fais la soustraction, je tombe sur moins un quart x carré ln de x. Alors, moins un quart x carré sur 0,1 est un nombre négatif. ln de x sur 0,1 est un nombre négatif, donc le produit c'est un nombre positif. Et voilà. Alors, donc quel que soit x dans g de x moins y, c'est un nombre strictement supérieur à 0, donc la courbe c'est g au-dessus de p. Alors, la question 2, montrer que calcul intégral de 1 à 1 sur alpha 1 de x carré de x, donc une intégration par partie, facile. U' x carré v ln de x, donc u x3 sur 3 et v' c'est 1 sur x. Et donc la formule c'est u fois v moins uv', voilà. Et donc on remplace sans problème, il faut juste aller doucement avec les calculs et on tombe sur cette expression. Alors là, ln de alpha c'est 2 fois 2 moins alpha et on remplace, on trouve exactement ce qui vient de faire. Voilà. La dernière question, donc justifier l'aire. Donc l'aire, c'est la différence des deux équations sur la partie assurée. Et quand on remplace, ça fait ça. Sauf que ça, par linéarité de l'intégrale, je sors moins un quart, x carré ln de x. X carré de ln de x, on a déjà calculé le calcul. Je multiplie par moins un quart, je tombe sur ça. Et voilà, c'est fini pour le sujet d'aujourd'hui. Bon courage pour demain.